Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? Mais dis, qu'est-ce que ça peut vous faire? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour vos chroniques terriennes. Chroniques terriennes, émission animée et réalisée par Eric Cols tous les lundis de 21h à 22h, en rediffusion le samedi de 20h à 21h. Retrouvez votre émission Chroniques terriennes sur la chaîne éponyme sur YouTube. Monsieur, s'il vous plaît. Pour nous trouver plus facilement, tapez Chroniques terriennes Aurillac. Deux invités au sommaire de notre émission, Hervé Bessonnet ainsi que Agnès Bouis. Nous recevons donc Hervé Bessonnet, auteur de Cantal givré. Non, ce n'est pas un nouveau dessert, on vous en parle dans quelques instants. Et c'est avec Agnès Bouis que nous allons évoquer le 25 novembre, journée internationale contre la violence faite aux femmes, en deuxième partie de notre émission. Un sujet vous passionne, vous souhaitez en parler à la radio, rien de plus simple, contactez-moi au 07 69 25 96 69. Hervé Bessonnet, bonjour. Bonjour à vous. Alors, nous nous connaissons et j'ai déjà eu entre les mains l'un de vos précédents ouvrages. On va revenir un petit peu sur ce qui a donné le nouveau livre Cantal givré. Et vous allez nous parler un petit peu de vos diverses expériences en matière de livres, entre autres. Avec plaisir. Alors, en matière de livres, c'est quand même un peu limité. Oui. En fait, pour expliquer l'apparition du premier, qui était un topo guide, on appelle ça, hein, donc vraiment un livre très technique, il faut que j'explique en fait que mon arrivée dans le Cantal en 1992, très rapidement, je me suis promené en montagne, en hiver en particulier. Au fil de ces promenades, j'ai vite compris que le Cantal, c'était pas une montagne tout à fait comme celle où j'avais grandi en Haute-Loire, donc avec des pentes plus abruptes, des conditions de neige plus difficiles, et que raquettes, tout ski de fond, n'était pas vraiment adapté. Du coup, je me suis équipé de crampons, de matériel d'alpinisme, et j'ai découvert l'alpinisme comme ça, tout seul, en progressant, petit pas après petit pas. Et comme j'ai une formation universitaire plutôt tournée sur, on va dire, géographie, environnement, aménagement du territoire, j'ai toujours été passionné de cartographie, passionné de montagne, de grands espaces. Et donc très rapidement, je me suis attaché à explorer le plus possible le massif du Cantal. De toute façon, ça ne pouvait donner qu'un topo guide finalement. Entre l'expérience et la formation. Alors, ce qui a donné le topo guide, en fait, c'est que au fil des années, j'ai rencontré bien sûr des gens qui pratiquaient la même activité dans le massif, et en particulier David Vigourou, qui à ce moment-là, dans les années 2010, 9-10, préparait le diplôme de guide de haute montagne. Et il m'a sollicité pour élaborer un topo guide, comme lui évidemment pratiquait beaucoup. Et il savait que je suis pas un bon grimpeur, je suis pas un spécialiste de la discipline. En revanche, j'avais une bonne connaissance de l'ensemble du massif et de l'ensemble des sites du massif. Et c'est la raison pour laquelle il m'a demandé d'élaborer le topo guide tous les deux, avec l'aide d'Antoine Quérol, qui est guide de haute montagne ici, de renom, et qui connaissait bien évidemment aussi un bon nombre de sites, et puis d'un autre grimpeur, Frédéric Bancharel, qui était lui plutôt côté Murat. Donc en regroupant l'ensemble des informations des uns et des autres, on a édité ce topo en auto-édition. Vendredi 18 novembre prochain, vous présentez à l'atrium du conseil départemental du Cantal votre nouvel ouvrage, qui est donc Cantal givré. Cantal givré, tout à fait. Tout à fait. Alors, la naissance de cet ouvrage, je dois dire que c'était pas du tout l'idée de le publier. C'est quelque chose que j'ai voulu écrire pour mes proches, en fait, et en particulier pour mes deux garçons.
pour leur laisser une trace de ce que j'avais fait ces 30 dernières années, où eux m'ont vu revenir souvent euphorique, parfois fracassé dans tous les sens du terme, avec quand même un certain nombre de séjours à l'hôpital. Ce qui a amené ça, en fait, c'est que pendant 30 ans, dès le départ, j'ai pris l'habitude, je sais absolument pas pourquoi, de noter toutes les sorties montagne que je faisais en hiver ou en été sur des montagnes un peu plus lointaines, mais en tout cas des sorties en neige. Donc c'est né finalement de carnet de voyage. De carnet de voyage, de carnet de course, on va dire plutôt, que de carnet de voyage. Un mélange des deux, mais je notais systématiquement le jour, avec qui j'étais sorti, quelle voie on avait parcouru, les conditions météo, les conditions d'enneigement, de glace. Et donc chez moi, j'ai une pile assez importante de carnets qui reprennent hiver après hiver toutes ces informations. Donc je me suis dit, c'est dommage, c'est un peu une trace précise, physique de l'évolution de l'alpinisme dans le Cantal et des hivers, malheureusement. Et du coup, l'idée m'est venue de mettre ça sur le papier et d'en faire un récit chronologique. C'est ce que j'ai repéré sur cet ouvrage, c'est que c'est une chronologie. Oui, alors... Bon, j'ai réfléchi pas très longtemps à vrai dire, mais j'ai quand même réfléchi à la façon dont je pouvais présenter ça. Bon, la chronologie me paraissait la plus simple puisque c'est celle que j'avais dans les carnets. Donc le livre commence après une introduction sur la façon dont j'ai découvert l'alpinisme par un chapitre par hiver de 1993 jusqu'à l'après-confinement 2020. Ensuite, c'était la mise en forme du livre, donc du coup il fallait bien arrêter à un moment de relater toutes les courses, parce que sinon ça n'a pas de fin. Et alors pendant ce confinement, c'est là qu'est venue l'idée du livre ou plutôt après. Plutôt après. Plutôt juste dans la foulée du confinement. Je crois que ça a dû se produire dans le deuxième confinement à l'automne 2020 du coup. Effectivement, je pense que certainement comme beaucoup de personnes en France, ce confinement il a un petit peu remué les méninges, un petit peu poussé à l'interrogation et au retour en arrière, et voilà, moi ça s'est traduit comme ça. Finalement, cet ouvrage a été créé très rapidement, puisque vous nous dites fin 2020, on est fin 2022, c'est relativement court pour un livre. Peut-être. Moi je découvre, alors c'est un des côtés très positifs de ce livre, c'est que j'ai découvert le monde de l'édition. Oui. Donc l'écriture en tant que telle, effectivement, elle a été relativement rapide. En tout cas, le premier jet, bien sûr, parce que vous imaginez bien qu'il y a eu maintes retouches, relecture et réécriture. Donc l'écriture en elle-même, oui, en l'espace de 2 mois, 3 mois, 4 mois, j'ai pas regardé précisément, mais c'est fait. Et une fois que j'ai écrit le premier jet, en fait, je l'ai fait lire à certains proches, ma femme, mon père, un ou deux copains de montagne, et puis une collègue de travail pas du tout impliquée dans la montagne, puisque les proches m'ont dit, mais franchement, tu t'es bien débrouillé, ce que tu as écrit c'est pas mal, c'est intéressant, et peut-être que ça vaudrait le coup de le présenter à un éditeur. Donc la collègue de travail, je savais qu'elle avait écrit des livres, et surtout qu'elle aurait un regard hors famille, hors proche, pour juger... Un regard plus neutre. Voilà, finalement. un regard plus neutre. Et du coup, comme elle aussi m'a dit qu'elle avait commencé la lecture non sans appréhension et que finalement elle l'avait lu avec grand plaisir, elle m'a dit oui, ça vaut le coup de le proposer à des éditeurs. Et ça vaut le coup donc de le présenter au public, parce que la finalité... Et ça vaut le coup de le présenter au public, effectivement. J'espère que la façon dont a été construit le livre permettra de toucher le plus grand nombre, que chacun s'y retrouve, du fait qu'il y a de belles photos, des textes, mais aussi des extraits du topo réalisé en 2012, pour ceux qui voudraient vraiment découvrir techniquement ce que c'est que l'alpinisme dans le Cantal, qu'on appelle d'ailleurs entre nous le cantalpinisme. Le cantalpinisme, oui, tout à fait. Joli néologisme. Voilà. Ce livre, concrètement, où est-ce qu'on peut le trouver à Aurillac ? Parce que ça, c'est important. Alors, on peut le trouver à peu près partout à Aurillac. Moi, j'ai pas été vérifié. Je sais qu'il est à Point Virgule, la librairie Point Virgule, à la librairie Cantalu en centre-ville aussi, à Leclerc Culture,
normalement à la Fnac aussi, mais là c'est des transactions d'éditeurs-diffuseurs que je ne maîtrise pas du tout. Oui, c'est complètement différent. C'est un monde un peu plus complexe. Sur Internet, j'ai vu qu'il était dans beaucoup de librairies qui vendent par correspondance, par net, Internet. Oui, tout à fait. On m'a dit qu'il était également à l'espace culturel de Carrefour. Normalement, localement, on le trouve à peu près partout, y compris dans les petites librairies ou maisons de la presse des autres villes du Cantal, comme le Murat, Vic-sur-Cère, Saint-Flour. Donc, aucune excuse pour ne pas le trouver. Je suis en train de vérifier quelque chose, c'est un peu du direct, hein. Eh bien oui, il est même sur Amazon. Ouais. Voilà. Il est sur Amazon. Alors j'en ai fait part à l'éditrice, parce que je ne sais pas vous ce qui vous affiche. J'ai une personne de mon établissement qui m'a dit qu'il avait cherché sur Amazon et qu'il était indiqué en rupture de stock. Ce qui me paraît bizarre. Temporairement en rupture de stock, voilà, effectivement. C'est bien ça. Donc bon, comme c'est pas le prix Goncourt, je doute qu'ils sont en rupture de stock. C'est plus un problème d'approvisionnement. Autant l'acheter dans une librairie locale, de toute façon. C'est le problème n'est pas là. C'est un livre local qui mérite d'être acheté localement. Oui, alors espérons qu'il fasse quand même plus qu'un succès local. Alors là, j'en ai bien aucune idée. C'est un sujet qui est quand même très pointu d'une part et malgré tout très local d'autre part. Je l'ai proposé à une maison d'édition qui est beaucoup plus spécialisée montagne en France. Dont la personne que j'ai contactée est revenue vers moi quelques mois après, mais a pris le temps de le lire. Et c'est déjà bien. Ce qui est déjà bien. Vu le message qu'elle m'a transmis montrait vraiment qu'elle l'avait lu et qui a été très positif dans sa critique sur le livre, mais qu'effectivement il n'était pas publiable au niveau national parce que c'est un sujet qui n'est pas suffisamment universel pour être intéressant. Bon. Après, oui, alors ça va peut-être vexer quelques Cantalous. Le Cantal, c'est quand même universel. Ah oui, le Cantal, c'est universel, ouais. Demandez donc aux éleveurs. Tout le monde se rappelle de Chantal. Ah, oui. Alors la vache de Cantal, elle est universelle. Le cantalpinisme, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Ça va venir. Il aurait peut-être fallu mettre 1 ou 2 salaires sur la couverture. Ah, alors ça c'est... Oui et non. Vous parliez de la présentation du livre à l'Atrium du Conseil départemental vendredi. C'est l'éditrice qui a contacté le Conseil départemental, oui. qui s'est montré intéressée par ce livre, justement parce que il avait l'originalité de présenter un Cantal blanc et pas un Cantal vert comme on a si souvent l'occasion de le voir. Et donc voilà, finalement, peut-être de ne pas avoir une vache salaire sur la couverture. Oui, totalement. Oui. non, mais c'était simplement une plaisanterie. Alors oui, un Cantal blanc, c'est vrai que ça nous change parce que le côté du Cantal blanc que l'on connaît, c'est le côté station de ski et qui finalement, alors c'est agréable, hein, les sports d'hiver, mais il y a autre chose. Il y a vraiment autre chose. Ah oui, c'est vraiment un terrain d'apprentissage de l'alpinisme qui est extraordinaire. Les pratiquants de la discipline, qui sont pas très nombreux sur le massif, en attesteraient. Il a moi, j'ai souvent entendu dire des guides qu'il était bon d'attaquer par le Cantal pour se former avant d'aller dans les Alpes, par exemple. Bien sûr, déjà, l'ampleur des voies n'est pas du tout la même, l'isolement n'est pas du tout le même, l'engagement n'est pas le même, mais pour autant, ce qu'il y a de magique dans le Cantal, c'est qu'à une demi-heure d'Aurillac, on peut vivre des sensations d'isolement dans certaines parties du massif, qui sont complètement incroyables. Mais presque toutes les vallées, à part le secteur de la station du Lioran, évidemment. Oui, tout à fait, oui. Mais comme c'est un massif qui est construit naturellement en étoile avec ses vallées autour des lignes de crête, elles sont toutes plus secrètes les unes que les autres et elles offrent toutes des sites de grimpe au fond d'un recoin de bois ou au fond d'un cirque glaciaire. Et on peut vraiment se sentir très 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 isolé, du fait aussi bien sûr qu'il y a une très faible fréquentation. Radio Pays d'Aurillac.
tes pas. Mon Dieu que neige, mon Dieu que neige, su te garder là. L'oiseau dans la cage ne parle plus, pas d'avantage, c'est l'avantage. Mais la vie sans toi n'est qu'un grand puits sans fond, n'est que sanglots, violon. Tu as laissé un grand vide à la maison, mais pas sur les dalles, suivent tes pas. Je n'ai que dalle, je n'ai que dalle, si tu n'es pas là. L'oiseau sur la branche ne chante plus de sa voix blanche, de sa voix blanche, car la vie sans toi est une morne saison, sans le moindre horizon. Tu as oublié les clés de la maison. À la verte saison, quand le blé sera blond, tu ne seras plus qu'un souvenir, une chanson. Doudou doudou, doudou doudou, doudou doudou, doudou doudou. Quels sont, à votre avis, les endroits, si on doit en faire que 2 ou 3, qu'il faut absolument voir? Alors, le site emblématique, et de toute façon, c'est le sommet emblématique du Cantal, c'est le Puy-Marie, bien sûr. Mais aussi, il se trouve, et là, c'est un hasard géographique, que c'est face nord du Puy-Marie, au pied de la face nord, en contrebas de la route, en fait, qu'on trouve le plus gros site de cascade de glace du Cantal, et même d'Auvergne, et encore plus largement du Massif central. C'est un site qui peut rivaliser avec ses grands frères alpins ou pyrénéens. On y a depuis toujours, c'est un site qui était référencé de bien avant que je démarre cette activité, par des grimpeurs assez actifs dans les années 80-90. Oui, qui souvent l'ont découvert justement par le GR400 d'ailleurs. Alors là, je saurais pas vous dire. Oui, le GR400, mais le GR400, il est plutôt parcouru en été, donc en hiver, c'est encore autre chose. Alors, mais c'est un site où sont référencées 21 cascades de glace, dont les plus hautes d'une difficulté très soutenue mesurent 100 mètres.
de vertical, ce qui est remarquable pour le massif. Comment fait-on pour y aller? Parce que l'hiver, le Pas de Pérol est fermé. Alors l'hiver, le Pas de Pérol est fermé. Alors quand on habite à Murat, c'est très simple, ou même à Clermont-Ferrand. Un Clermontois met à peu près le même temps qu'un Aurillacois pour aller sur ce site. Ça m'étonne pas. Parce qu'il faut passer par le col de Serre, et ensuite du col de Serre remonter par la piste raquette ou ski de fond, selon comment on est équipé, Oui, il y a une petite jusqu'au Buron des Lacs. Il y a une petite remontée mécanique là. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Oui, Non, il n'y a rien du tout sur secteur. Par contre, il y a des pistes de ski de fond qui ne peuvent être empruntées que en ski. Alors en ski de fond ou en ski de randonnée, peu importe, mais pas de raquettes ou de piétons sur ces pistes-là pour respecter le travail des dameurs. Mais ensuite, il y a largement assez de place pour passer ailleurs. Et il faut compter une grosse demi-heure à pied pour se présenter au pied des cascades. Oui, une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est raisonnable. Sérieusement. Après, attention, c'est une activité compliquée, difficile de par l'activité en elle-même, mais on est quand même en montagne. C'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre. C'est ce que David Vigouroux a expliqué aussi dans le livre qu'il a édité il y a 1 an maintenant, sur la montagne et les Auvergnats. La pratique de la montagne en hiver, c'est une discipline en soi, et elle nécessite un équipement approprié. Oui, non, mais tout à fait. On a trop souvent ces dernières années d'accidents liés à des gens qui vont sur les crêtes équipés d'une façon qui n'était pas du tout adéquate. Ouais, de toute façon, on a même des accidents l'été, donc on ne rappellera jamais assez qu'en montagne, c'est comme à la mer, il faut être prudent. Il faut être prudent, et puis il faut être équipé en fonction de ce qu'on va faire, de là où on se rend. L'année dernière encore, j'ai fait faire demi-tour à 2 jeunes qui montaient au Pas de Pérol, justement depuis le col de Serre, alors que la montagne était entièrement verglacée, un vrai bouclier de glace. Ils étaient sur la route, mais la route était totalement enneigée et verglacée. Nous, on était encordés en crampons. Ils ne comprenaient pas pourquoi je leur faisais faire demi-tour. Quand on est arrivé au col de Serre, le temps de boire une bonne bière, on voyait les gendarmes du peloton de montagne de Murat qui montaient parce que quelqu'un avait dévissé sur 300 mètres. Ah oui. Donc il y a des accidents très fréquemment, c'est beaucoup dire, on n'est pas dans les Alpes non plus, mais on a des accidents qui sont liés à des imprudences. À ma connaissance, des accidents liés à des grimpeurs, finalement il y en a très peu. Oui. Le risque existant toujours, et le risque qu'il ne faut pas oublier, même si on est dans le Cantal, et ça encore j'insiste parce qu'on a tendance à considérer le Cantal comme des petites montagnes à vaches, il y a un risque d'avalanche qui est élevé tout au long de l'hiver en fonction des conditions de neige qui sont très fluctuantes. Et moi-même, je le relate dans le livre, je suis parti dans une avalanche. La plupart des copains avec lesquels je grimpe dans le massif sont partis dans des avalanches. Et pour ne citer que lui, j'ai toujours une remarque de Antoine Quérol qui m'avait frappé, qui disait qu'il était parti 3 fois dans sa vie dans des avalanches, dont 2 dans le Cantal. Ouais. D'autant plus qu'il faut signaler que ici les avalanches sont traitées sur le domaine skiable, mais pas en dehors. Bien sûr que non, et bien entendu, mais comme dans les autres massifs, finalement. Donc ça veut dire que il faut soit être vigilant sur les conditions de neige, et quand on pratique le ski de randonnée en particulier, puisque depuis 30 ans que je pratique l'activité, que je me promène sur les crêtes cantaliennes, c'est l'activité qui a le plus augmenté avec la promenade en raquette. Et les skieurs de randonnée, forcément, s'exposent beaucoup dans les pentes raides chargées de neige. Donc c'est Arva, pelle et sonde pour tout le monde. Tout à fait. Est-ce que l'on trouve facilement des guides ? Oui, il y a un bureau des guides permanent pendant la saison hivernale au Lioran, qui regroupe David Vigouroux, Jean-Christophe Fourcou, Antoine Quérol, des accompagnateurs de moyenne montagne comme Jérôme Bernard, et puis certainement des guides que j'oublie parce que je les connais pas tous. Ils sont nombreux. Et vous, ça ne vous a jamais tenté ? Alors, ça m'a fait rêver, certainement. Alors, bon, je suis quand même arrivé sur l'alpinisme tard, j'avais 27-28 ans, donc la plupart des guides, ils passent ça quand même beaucoup plus jeunes. Guide de haute montagne, ça fait rêver, ça m'a fait rêver, mais de toute façon, techniquement, physiquement et mentalement, j'étais loin d'en avoir les capacités. J'ai envisagé avec un de mes principaux compagnons de cordée de passer le diplôme d'accompagnateur de moyenne montagne, qui est déjà un diplôme difficile à obtenir et de plus en plus difficile.
Et c'est une formation assez longue et assez coûteuse. À ce moment-là, j'avais 35 ans et j'en ai pas eu le courage parce que ça nécessitait de me replonger dans des études pas faciles. Et comme j'avais déjà changé 2 fois d'orientation professionnelle, j'étais un peu fatigué. Ah, il est difficile de revenir au cahier de classe. Ouais, c'est toujours compliqué. Oui, tout à fait. On a parlé un peu de la genèse de votre premier topo guide et de ce qui vous a un peu amené dans le Cantal. Mais pour vous, la montagne, ça vient d'où ? Ça vient des tripes ? C'est quoi ? C'est un souvenir d'enfance ? Alors, pas du tout, bizarrement. C'est ce que j'essaie d'expliquer un peu en introduction dans le livre. Par mes parents, en fait, j'ai été initié vraiment aux grands espaces, au plaisir des grands espaces, au plaisir d'être dehors, de dormir dehors. Donc ça a été plutôt pendant des années des grandes randonnées à travers le Massif central, en particulier le sud du Massif central. Et c'est là que je souhaitais m'installer avec ma femme à l'époque. Et ce qu'on a fait finalement en arrivant dans le Cantal, en découvrant le Cantal complètement par hasard. La montagne, elle est arrivée en fait avec le Cantal. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, quand je suis allé me promener les premières sorties en ski de fond ou en raquette sur les crêtes cantaliennes, mais j'ai vite compris que c'était totalement impossible et imprudent. Du coup, j'ai regardé ce qui existait comme matériel et je connaissais mais absolument rien. Je me suis acheté, enfin plutôt ma mère m'a offert à Noël cette année-là une paire de chaussures spéciales, une paire de crampons et un piolet, un grand piolet canne. Et avec ça, j'ai fait mes premières sorties seul sur des crêtes un peu verglacées. Et là, je dois avouer que ça a vraiment été le déclic, la révélation, quoi. C'est cette sensation de crampons qui s'ancrent dans la neige dure. J'ai pas ressenti beaucoup de choses aussi grisantes dans mon existence. Ah, vous étiez plutôt pas mal équipé pour un débutant. Bah. Après, oui, je me suis équipé au fil des années. Non, parce qu'on en a vu commencer avec les bâtons achetés aux cabanes à souvenirs. Donc... Oui, c'est sûr, oui. C'est sûr. Mais ce qu'il y a, c'est peut-être ce qui a entraîné cette passion et puis aussi qui m'a aidé à pas avoir d'accident, au moins au début, c'est d'avoir pris conscience tout de suite que se promener sur ces crêtes-là, même si c'était les crêtes du Cantal, ça pouvait pas se faire comme ça. Et c'est vrai que moi, je suis toujours surpris, c'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus, de croiser des gens qui sont dans des endroits complètement improbables en basket. Ah, j'ai vu en tongs, mais bon. En été, Oui, en hiver, ils osent pas quand même. Mais en été, en hiver, pardon, oui, on voit des gens en basket qui tentent d'aller au sommet du Puy-Marie. Ah, moi, j'ai vu quand même des gens passer la broche de Roland en tongs. Hein. C'est pas que ça soit très dangereux, la brèche de Roland, mais enfin quand même. Hein. Il y a eu un accident mortel dernièrement, donc oui, tout à fait. c'est quand même, on le rappellera jamais quand même assez. Dangereux. Oui, tout à fait. Bon, alors, pour terminer cette interview, dans votre premier ouvrage, vous disiez avoir perdu un objet de valeur et c'est la raison pour laquelle vous étiez mis à parcourir les montagnes. L'avez-vous retrouvé ? Alors, c'est pas de moi, c'est de Jean-Marc, un des compagnons avec lequel j'ai peut-être le plus grimpé, bourlingué à travers le Cantal, mais aussi ailleurs. Qui lui de son côté a complètement arrêté l'activité depuis quelques années et je lui avais demandé de rédiger une biographie pour le topo, parce qu'avec David voilà, on s'était dit on va mettre chacun une petite biographie. Moi j'en étais bien incapable et du coup Jean-Marc avait écrit ça, que j'avais sans doute perdu un objet de valeur et que depuis je le cherchais inlassablement. Alors je l'ai pas retrouvé. Si j'ai perdu un objet de valeur le jour où j'étais parti dans l'avalanche, avec lui d'ailleurs, en 2010, si je me trompe pas. J'avais perdu un piolet qui avait été arraché, la dragonne avait été arrachée par la neige, la puissance de la neige. Et je l'ai retrouvé quelques mois plus tard, perché dans un arbre, 150 ou 200 mètres en dessous de l'endroit où moi j'étais resté de même accroché dans un arbre. Heureusement, il n'y a pas de glacier, parce que des fois on retrouve les objets quelques centaines d'années plus tard. Ouais, exactement. Tout à fait. Après, peut-être aussi ce que je voulais rajouter, c'est dans le livre, ce que j'essaye de mettre un peu en avant, malheureusement, c'est le triste constat qui est fait régulièrement et de plus en plus actuellement sur le réchauffement climatique. Et effectivement, à travers cette activité et les carnets que j'ai remplis au fil des années, on voit bien que les hivers sont plus les mêmes. Alors non pas qu'il y a plus de neige, il y a des... En fait, ça allait être ma dernière question, parce qu'effectivement,
Oui. Reste-t-il de la neige et de la glace dans le Cantal ? Alors, moi je pense qu'avant qu'il n'y ait plus de neige et plus de glace, il va quand même falloir un certain temps. Effectivement, ce qu'on constate, c'est que l'enneigement n'est plus le même. Il y a de moins en moins d'eau. Il n'y avait plus la même... oui, c'est de plus en plus sec. Ça, c'est assez nouveau par contre. Il y a eu des grandes sécheresses au début des années 90. Ensuite, il y a eu bien entendu 2003, mais là, ces dernières années, ça se cumule, on va dire. C'est surtout plus que le manque de neige, c'est la variabilité, comment dire, la neige ne tient plus, quoi. Il va tomber une grosse couche, elles font pratiquement tout de suite derrière, puis il en tombe une autre, et puis ça refond. On a des... C'est-à-dire qu'on passe de 0 aussi à 20 degrés. Donc, ouais, c'est ça. On a des fluctuations thermiques qui sont énormes, très brutales, et surtout n'importe quand dans l'année. Avant, traditionnellement, le mois de janvier était froid et sec, le mois de février était froid et neigeux. C'est plus du tout le cas, on peut plus du tout s'appuyer là-dessus. Concernant la pratique de la cascade de glace, puisque c'est quand même ça que j'ai beaucoup fait pendant toutes ces années, ce que je dis à tout le monde, ce que j'ai écrit dans le livre aussi, c'est que tous les années 90, début des années 2000, avec les copains, on se téléphonait, on se disait tiens, ce week-end on va faire une cascade, oui, on va où ? Tiens, on pourrait aller là. Et puis on se posait pas du tout la question de savoir s'il y aurait de la glace. Il y en avait. À partir des années 2000 un peu après 2010, la question elle était tout de suite quel site pourrait être formé, où est-ce qu'on va trouver de la glace en fonction de l'orientation, de l'altitude, etc. On arrivait à se dépatouiller pour en trouver. Et puis, depuis quelques années, là, la question, elle est vraiment, est-ce qu'on va pouvoir planter les piolets dans la glace cet hiver, quoi. Voilà. Alors, l'hiver dernier a été plutôt bon pour la cascade de glace, plutôt mauvais pour la neige, pour les skieurs. C'est variable, mais il n'y a plus de froid installé, vraiment. Avant, on avait un gel qui était quasi permanent. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit avec les ouvertures et fermetures du pas de Pérol, c'est de moins en moins longtemps fermé. Oui, puis l'ouverture est de moins en moins compliquée. Oui, complètement. Oui. Écoutez Hervé, je suis heureux de vous avoir eu au micro de RPA et des Chroniques Terriennes. J'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver. Merci à vous. Alors, on va redonner le titre de votre livre, Cantal givré, que l'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies. C'est 29 €, je crois, c'est ça ? C'est ça, exactement. Un prix très raisonnable pour un très bel ouvrage. Et puis, je conseille à tout le monde de l'acheter, bien évidemment. Merci. Hervé, à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. C'est du droit des femmes dont nous allons parler maintenant avec Agnès Bouis, directrice du CIDFF. On vous en dit plus tout de suite. Écoutez-la attentivement. Radio Pays d'Aurillac. Agnès Bouis, bonjour. Bonjour. Nous sommes au CIDFF. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est le centre d'information sur le droit des femmes. Donc, des centres d'information au droit des femmes et des familles, il y en a dans toute la France. On fait partie d'un réseau national, plus de 100 en France, et c'est un agrément de l'État. Quel est le rôle du CIDFF ? Alors, les CIDF ont tous la même mission. La mission première, c'est de travailler pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça, c'est notre cœur de métier. Mais de là se déclinent beaucoup de choses, et notamment l'accès aux droits pour toutes les femmes. Ça, c'est très important. Donc, dans les CIDF, il y a à chaque fois un ou une juriste minimum qui est là pour faire de l'information sur les droits, essentiellement, bien sûr, le droit de la famille, mais pas que. Nous avons également une mission de sensibilisation et de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc avec des actions, avec aussi des interventions auprès des professionnels et des formations. Et puis une mission aussi importante, c'est de travailler à l'autonomie des femmes et donc de travailler dans la globalité. C'est pour ça que dans les CIDF, nous avons des conseillères insertion, donc qui travaillent sur l'accès à l'insertion professionnelle, l'insertion sociale et professionnelle. Nous avons aussi des conseillères parentalité. Voilà, on travaille vraiment sur la globalité. Alors c'est surtout un centre d'information. C'est d'abord un centre d'information, effectivement, gratuit, confidentiel, où les gens peuvent venir poser leurs questions et puis se confier aussi sur des choses dont elles ont envie ou besoin de parler. Et puis, au sein du CIDF du Cantal, parce que ce n'est pas dans tous les CIDF, mais dans le CIDF du Cantal, nous portons également un accueil de jour de femmes victimes de violences au sein du couple. Ça veut dire que là, ce sont des plages réservées où elles peuvent venir et se poser en toute sécurité
avec ou sans enfants si elles ont les enfants, et pouvoir parler de leurs problèmes, là pour le coup de couple, en tout cas de relations de couple, et quand il y a de la violence, de pouvoir faire les démarches et les accompagner dans ces démarches pour se sortir de cette emprise. Je sais que c'est difficile de réduire ça à des chiffres, mais est-ce que vous pourriez nous en donner quelques-uns Alors, en fait, le Cantal n'est pas épargné, pas plus qu'un autre département. Nous recevons en moyenne 150 femmes par an sur la problématique vraiment de violence au sein du couple. Après, nous recevons bien plus de femmes sur l'année, mais qui viennent pour d'autres questions, des questions de droit, mais aussi des questions d'insertion professionnelle, des questions de parentalité. Voilà. Mais sur les violences, on a ce chiffre-là. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que depuis 2015, dans le Cantal, il y a eu 3 féminicides. Donc voilà, encore une fois, le Cantal n'est pas épargné. Vous dites le Cantal n'est pas épargné. Est-ce qu'il y a des départements épargnés par ça ? Non, absolument pas. Et quand on parle de violence au sein du couple, on n'a pas non plus de profil type. Donc ça peut toucher absolument toutes les couches sociales, tous les âges, toutes les régions, qu'on soit en milieu rural, en milieu urbain. Après, il y a des spécificités. En milieu rural, ça sera peut-être encore plus difficile. Il y a peut-être l'isolement là qui va se rajouter. En milieu urbain, il y a par contre d'autres problématiques. Enfin, voilà. Après, effectivement, il va y avoir des problématiques différentes selon les territoires. Mais tout le monde peut être touché, malheureusement. J'ai pu constater aussi que le CIDF... C'est pas facile à dire. Non, c'est pas facile à dire, effectivement. Conseiller les femmes qui veulent devenir entrepreneurs. Alors, effectivement, quand je parle de l'autonomie financière, on a aussi beaucoup de femmes qui ont le projet de travailler ou de retravailler suite à des violences, mais également suite à un burn-out, suite à des problèmes de santé, etc. Et donc, ou suite à un déménagement. Enfin, on a plein de situations différentes. On travaille aussi avec les femmes nouvellement arrivées sur le territoire et qui ont en plus la barrière de la langue. Et donc, quand on parle de retrouver une activité, créer sa propre activité et devenir son propre patron en créant son entreprise, ça fait aussi partie de nos missions d'accompagner ces femmes-là. Par contre, là, on ne les accompagne que de l'idée au projet, puisqu'après, sur le territoire, on fait appel à des compétences beaucoup plus pointues sur l'accompagnement à la création d'entreprises. Et on a eu, il y a quelques années, animé les premiers clubs de créatrices d'entreprises du Cantal. Et maintenant, il y a 3 clubs complètement autonomes de créatrices. Donc, pour toutes les nouvelles femmes qui ont leur propre entreprise, qu'elles n'hésitent pas à se rapprocher de ces clubs parce que ça crée du réseau et c'est vraiment, vraiment chouette. Vous avez des collaborations avec la CCI ? Alors avec la CCI ponctuellement, mais plus trop en ce moment parce qu'on est moins sur la création d'entreprise. Maintenant, on est plus sur l'accompagnement vers l'emploi classique. Et du coup, on travaille plus pour le coup avec Pôle emploi, avec les structures, les organismes de formation, les chantiers d'insertion, voilà, toutes les structures qui vont pouvoir aider les femmes dans leur réinsertion. Quels sont les moyens à votre disposition ? Alors les moyens, ils sont pluris. Il y a des moyens financiers, bien sûr, mais il y a les moyens humains aussi et puis matériels. Alors, si je devais commencer, je sais pas, les moyens humains, déjà, on a une super équipe de 5 salariés. On a également un bureau, des élus qui nous aident, des administrateurs qui nous aident aussi dans les orientations et dans la mise en réseau. Mais donc, cette équipe, elle est constituée donc de conseillères insertion, de juristes, de conseillères parentalité, de chargés d'accueil. Donc c'est une petite équipe, mais qui travaille vraiment ensemble. Mais cette équipe, elle est étoffée par des moyens humains très importants, avec des prestataires avec qui on travaille, des partenaires. On a notamment 2 psychologues qui interviennent régulièrement auprès de nos publics, mais qui sont prestataires, qui ne sont pas salariés. On travaille beaucoup avec des thérapeutes complémentaires, comme des art-thérapeutes, des sophrologues, des relaxologues, et qui vont travailler aussi avec nos publics. On a des éducateurs spécialisés aussi pour travailler aussi avec les enfants. Enfin voilà, on a plein de professionnels qui travaillent avec nous, donc ça c'est important, c'est les ressources humaines. Mais après tout ça, ça a un coût, bien entendu. Et pour ça, on a une partie de nos subventions qui viennent de l'État, le service droits des femmes, et donc qui sont directement fléchées pour notamment l'accueil de jour, pour les permanences juridiques, pour l'accompagnement à l'insertion. Et puis après, ça
couvre à peu près 60% de notre fonctionnement. Et après, c'est à nous d'aller chercher des financeurs pour répondre aux besoins de nos publics et monter les actions que l'on pense nécessaires pour ce public. Et là, on va chercher, alors ça peut être l'ARS, ça peut être la direction du travail, ça peut être l'éducation nationale, ça peut être un financeur privé, un mécène, enfin voilà. Le département, la région ? Alors oui, effectivement, on en fait appel également au conseil départemental, on fait appel également au conseil régional pour certaines actions, tout à fait. Alors on va faire un petit rappel. Les coordonnées, si on a besoin de vous joindre ? Alors, pour contacter le CIDF, c'est un numéro unique qui est le 04 71 46 89 50. 04 71 46 89 50. Et pour venir après rencontrer les professionnels, par ce numéro, on peut avoir un rendez-vous et connaître les créneaux, etc. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter, aller te faire Moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent à demi-mot, pour une fille belle t'es pas si bête, pour une fille drôle t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, aller te faire Oui, je serai poli pour la télé, mais va te faire Balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter, aller te faire Moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter, aller te faire Oui, je serai poli pour la télé, mais va te faire Balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Radio Pays d'Aurillac. On va parler de votre actualité puisque vous organisez un certain nombre de manifestations à venir pour le 25 novembre, si je ne m'abuse. Tout à fait. Alors le 25 novembre, voilà, c'est comme le 8 mars, ce sont des dates du coup particulièrement importantes. On va peut-être rappeler aux auditeurs ce qu'est le 8 mars et le 25 novembre. Alors, le 8 mars, c'est la journée internationale pour les droits des femmes. Donc, on en parlera plus tard, du coup. Par contre, le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, ce sont des journées reconnues par l'ONU et donc qui se travaillent
à l'international, comme leur nom l'indique. Le 25 novembre, c'est donc vraiment travailler auprès... Pour nous, en fait, la différence sur ces journées-là, c'est d'être un peu plus en lumière et de sensibiliser un plus grand public. Parce que le reste de l'année, on est des professionnels, on travaille avec les publics qui nous sont orientés ou qui viennent d'elles-mêmes, et avec les partenaires aussi, parce qu'on travaille avec plein de partenaires. Mais sur ces moments-là, c'est essayer de mettre des choses en place pour être plus visible auprès du grand public et les sensibiliser aux problématiques qui sont encore d'actualité en 2022. Que fait le CIDF ce 25 novembre prochain? Alors d'abord, on ne fait pas tout seul, hein. Encore une fois, c'est un collectif là, puisqu'on a initié une action, effectivement. Chaque année, on essaie d'initier quelque chose. Cette année, l'idée, c'était de travailler sur le violentomètre, mais d'en réaliser des violentomètres géants et des jeux autour du violentomètre. Alors, qu'est-ce que c'est que le violentomètre? Le violentomètre, c'est un outil qui a été réalisé il y a quelques années par le Centre Hubertine-Auclair et la Ville de Paris, donc ça ne nous appartient pas. Mais c'est en fait un petit marque-page horizontal avec une réglette, en fait, comme une règle. Et sur chacun des numéros, en fait, il y a des phrases. Et les premières phrases sont des phrases sur notre relation. L'idée, c'est d'évaluer notre relation amoureuse, savoir si elle est dans une relation saine et normale, ou bien si elle commence à être sur une relation un peu toxique, voire carrément toxique et dangereuse. Et donc, ça permet, ce violentomètre, de repérer à quel niveau on se situe dans notre relation amoureuse. C'est un outil qui avait été créé au départ pour les jeunes couples, mais qui s'adapte très bien pour tous les âges à partir du moment où on est dans une relation de couple. Alors pas forcément sous le même toit, hein. C'est pour ça que ça peut concerner des lycéens qui sont sur leur première relation amoureuse, où on peut déjà observer des choses qui ne sont pas tout à fait normales, en fait. Et là, vous avez quelques exemples, par exemple? Oui, alors voilà, des exemples de phrases. Il y a respecte ses décisions et ses goûts. Bon, quand on respecte les décisions de l'autre et les goûts de l'autre, je pense qu'on va être plutôt sur une relation amoureuse tout à fait saine, et donc on est vraiment dans le vert. J'en ai une autre, par exemple, il est jaloux en permanence. Si le partenaire est jaloux en permanence, alors ça justement, avec les jeunes avec qui on a travaillé l'animation, les jeunes services civiques, ça a fait énormément débat, cette phrase, parce que la jalousie, pour beaucoup de jeunes et puis de moins jeunes, ça peut paraître très positif, ça veut dire qu'il m'aime, c'est une forme d'affection, et du coup c'est rassurant, il est jaloux, etc., c'est qu'il m'aime et tout. Sauf qu'après, il y a bien sûr les degrés de jalousie, et quand on est jaloux en permanence, ça veut dire que là, il y a un degré déjà qui n'est plus dans la normalité. Une psychose, en fait. Une psychose, et en tout cas, surtout, un très grave manque de confiance en soi, et du coup de confiance en l'autre. Or, la relation amoureuse, ça veut dire qu'on a confiance en l'autre, qu'on aime l'autre, mais qu'on s'aime aussi. Enfin, voilà, il y a toutes ces questions-là, et ça porte toujours à beaucoup de discussions. Après, il y a d'autres phrases, alors là, qui sont carrément dans le rouge. Par exemple, menace de diffuser des photos intimes de l'autre. Là, on est carrément dans quelque chose qui n'est absolument pas normal. T'oblige à avoir des relations sexuelles, etc. Et là, on est dans de la violence, de la vraie violence. Ou alors aussi menace de se suicider à cause de toi. Là, on rejoint tout ce qui touche à l'emprise, au harcèlement, etc. Les pervers narcissiques. Alors, les pervers narcissiques, ça c'est, il faut faire très attention avec cette terminologie, parce que ça c'est une maladie. Et or, la plupart des auteurs, alors quand je dis auteur, je le laisse au masculin, parce que à plus de 85% des cas, ce sont des hommes sur des femmes, pour les auteurs de violences conjugales. Bien sûr, ça peut arriver d'avoir des hommes victimes de violences conjugales. C'est très rare. Pour nous, on les recevra, bien sûr. On en a déjà reçu, mais c'est très à la marge. C'est pour ça que, globalement, si vous me le permettez, je vais plutôt le laisser au masculin. Mais en tout cas, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est malade, qui a une maladie reconnue. Or, les auteurs, la plupart du temps, ne sont absolument pas malades. C'est juste qu'ils ont intégré dans leur inconscient, en fait, de par leur éducation, de par ce qu'ils ont vécu, de par notre société, de par
parfois leur religion, etc., ils ont intégré en fait qu'ils étaient supérieurs à l'autre et que dans la relation amoureuse, l'autre devenait leur chose, leur appartenait et que du coup, dès que cette chose commençait à s'éloigner, c'était insupportable. Et là, ils mettaient en place des comportements du coup violents, que ce soit verbaux, que ce soit psychologiques, que ce soit physiques, que ce soit sexuels, que ce soit économiques, que ce soit avec du cyberharcèlement. Enfin, il y a plein de formes différentes. Mais en tout cas, ils avaient un comportement là qui n'était pas du tout normal, mais qui n'était pas lié à une maladie, mais à une construction. Comment l'appelez-vous d'ailleurs ? Le violentomètre. Ce violentomètre, on va pouvoir le retrouver où à Aurillac ? Alors, du coup, l'idée, c'était qu'on en fabrique en grand format. Donc, on a diffusé, enfin, en tout cas, créé plus de 16 kakémonos. Alors, je ne sais pas si vous... Enfin, en fait, c'est des grandes bâches verticales qui vont être positionnées à plusieurs endroits, notamment aux urgences, puisque ça sera inauguré, justement, cette action aux urgences avec monsieur le préfet le 25 novembre, le jour de cette fameuse journée, pardon. Mais il va y en avoir aussi dans les gendarmeries, dans tous les endroits. Il y en aura notamment pour Aurillac, en tout cas, le samedi 26 novembre, donc au marché, sur toute la matinée du marché. On sera présent avec un violentomètre géant, alors encore plus grand qu'un kakémono. Du coup, il sera posé au sol, mais il n'aura pas les phrases dessus. Et il y a toute une animation qui a été travaillée avec les jeunes volontaires service civique qui ont été formés du coup à l'utilisation de ce violentomètre le 10 novembre. Donc ça a été travaillé avec le planning familial, avec la jeunesse et sport et tous ces jeunes pour qu'ils puissent animer ces temps. Et donc le premier temps, ça sera donc samedi matin. Donc je vous donne rendez-vous tous ceux qui le souhaitent, qui seront peut-être au marché ou de venir spécifiquement nous rencontrer. Il y aura 2 tentes blanches puisqu'on sera à côté du Club Soroptimiste qui fait également une action. Orangez-vous, puisque l'ONU propose d'être en orange pour cette journée. Donc on viendra habillé en orange, vous nous repérerez facilement et on vous proposera une petite animation pour découvrir justement ce violentomètre et on remettra aux participants un mini violentomètre pour qu'ils puissent repartir avec l'outil et se l'approprier, mais aussi le proposer à... Parce qu'on est tous témoins ou voisins ou amis ou dans sa famille, on a tous quelqu'un qui est dans une situation plus ou moins toxique. Et donc, il est important d'en parler. Et c'est en parlant qu'on arrive à détecter et à aider les autres. Alors, pour lutter contre les violences faites aux femmes, je suppose que l'éducation est fondamentale. Est-ce que vous avez des actions prévues au sein des lycées ? Alors, au sein des lycées, mais ça va même plus loin, puisqu'on travaille avec les collèges, on travaille avec les primaires. Et pour vous donner un exemple concret, on était la semaine dernière à Saint-Flour, auprès de grandes sections maternelles, donc en lien avec le CCAS et le centre social de Saint-Flour, pour sensibiliser des gamins donc de 5 ans, avec notamment, là on utilise bien sûr des outils adaptés forcément, donc on a les comptes inversés qui sont des comptes de la collection Talent Haut qui permettent de travailler sur des stéréotypes de genre qui sont justement à l'inverse des stéréotypes de notre société. Par exemple, la mère Noël, qu'est-ce que c'est ? Ou bien travailler sur les jouets, les cadeaux, etc. Et on avait mis en place des petits jeux et on s'est rendu compte, là encore, qu'il y avait, dès cet âge-là, des petits garçons qui nous disent « Ah mais à 5 ans, un petit garçon, ça pleure pas ». Ils nous disent de toute façon « Un petit garçon, ça pleure pas. Un garçon, ça pleure pas ». Et puis j'en ai un autre de 5 ans aussi qui nous a sorti à un moment donné dans l'intervention et a dit « Ah mais de toute façon, les femmes, ça sait pas conduire ». Enfin, voilà. Et c'est quand on commence, parce que c'est des éponges, les gamins à cet âge-là, donc ils reproduisent ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient. Et que ce soit dans la famille, mais aussi dans la classe, dans l'école, dans la cour d'école, avec les copains, etc. Et donc, les stéréotypes, ils ont la vie dure, malheureusement, et c'est eux qui sont à la base de ces violences, en fait. C'est quand on a intégré tous ces stéréotypes, le rôle qu'on assigne aux petits garçons et aux femmes, et aux petits garçons et aux hommes, et le rôle qu'on assigne aux petites filles et aux femmes. Les petites filles, les femmes, elles ont intégré qu'elles étaient peut-être plus destinées à s'occuper des autres, à aller vers les autres, et qu'elles étaient fragiles. Et bien, du coup, on se positionne déjà presque en victime. Donc on est tous responsables, c'est pas les hommes contre les femmes, on est tous responsables de ça, et on a tous à travailler sur ça.
Une éducation un peu trop normative, on va dire. Oui, mais surtout un patriarcat qui continue à être présent, parce que même si les lois ont évolué, même si beaucoup de choses ont évolué depuis MeToo, le Grenelle des violences, il y a plein de choses qui bougent. On parle enfin de féminicide et plus de faits divers. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent dans la société, et heureusement. Mais les mentalités, elles ont plus de mal. Elles sont toujours... elles évoluent toujours plus lentement. Et donc là, il y a encore du boulot. Le CIDF restera ouvert longtemps, je pense. Malheureusement, oui, je crois qu'on est loin de plus avoir besoin de nous. Bon, ben, c'est comme ça. Par contre, si vous êtes sur d'autres territoires, vous entendez cette émission et que vous êtes sur d'autres territoires qu'Aurillac, il faut savoir que le violentomètre sera aussi présent à Mauriac et à Saint-Flour sur d'autres dates. De toute façon, on nous retrouvera sur, bien sûr, l'antenne, le 107.4 de Radio Pays d'Aurillac, mais également sur le web, puisque RPA est disponible sur le web et est écouté un peu partout d'ailleurs. Eh ben, c'est parfait. Donc, bon 25 novembre à tout le monde. Et puis, surtout, soyez à l'écoute de vos proches, de vos voisins, de votre voisine, parce que malheureusement, des victimes de violences au sein du couple, il y en a à peu près une femme sur 10 est victime. Donc, ça nous touche tous, ça nous concerne tous. Agnès Bouis, je vous remercie d'avoir pris le temps pour cet entretien et à très bientôt sur l'antenne de RPA. Merci à vous. N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas sans condition. N'insiste pas, ouais. N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi. N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix. N'insiste pas, jamais je veux enterrer tes regrets. N'insiste pas, faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. N'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais. Je suis foutu, hey. Je te dis que je suis foutu. Me laisse, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. N'insiste pas, j'ai temps d'oublier. N'insiste pas, ton temps est passé. N'insiste pas sur ce que tu m'as dit. Tu m'avais promis stop. N'insiste pas, tout est terminé. Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule. T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule. Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule. N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours. Ce que je voulais c'était ton amour. N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi. N'insiste pas, t'es dangereux. Putain, tu cachais bien ton jeu. N'insiste pas, c'est terminé. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Tourne dans ma tête. Tourne dans ma tête. C'est avec Camille Lelouch que s'achève cette édition des Chroniques Terriennes. Je vous invite à revenir dès la semaine prochaine. Au revoir.